Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus ce soir autour de cette rencontre qu'on a essayé de monter avec l'association Mouvement dans ce lieu-là, programmation qu'on a initiée il y a quelques mois pour créer des temps de pensée, des temps de rencontres artistiques. Voilà, je vois Marie-Elsa, il y a une résidence artistique qui a lieu ici pendant 6 mois, qui viendra se conclure pour les arts en balade. Il y a des temps qui seront organisés, je pense aussi à samedi, des temps autour de la question du revenu universel, revenu d'existence, avec un tournage qui sera fait ici, de documentaire, et puis une petite table ronde. Donc voilà, vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre pour ces temps-là. Et donc, il y a aussi ces petits temps de partage qui semblait en tout cas intéressant sur la question des enjeux contemporains importants pour toutes et tous. Et l'idée, c'était de puiser auprès des forces vives qui sont soit dans ce cowork, soit autour, mais pour essayer de partager sur ces questions-là. Et bien sûr, on a commencé ces temps de rencontre avec Claire-Antoine, donc, qui a commencé à parler du vide stratégique des entreprises, des organisations en anthropocène. Et donc l'idée, c'est tissé petit à petit de dire, ben voilà, effectivement, comment on pourrait faire le lien avec... Et donc l'idée de François et son travail, cette fois au niveau des collectivités, est apparu comme assez important, et puis alors assez obscur pour nous au début. Et voilà, on a voulu ce temps-là pour essayer de comprendre mieux la question du changement climatique et comment ces enjeux-là impactent les collectivités, et quels sont les leviers qui sont à leur disposition pour agir là-dessus. Et bien sûr, nous, ce sera le regard en tant que citoyenne impliquée, mais aussi, je vois, en tant que professionnel aussi des territoires ou des collectivités. Et donc, je vais laisser Claire-Antoine, qui était donc à l'origine de cette première rencontre autour de la question de quoi faire dans cette période qu'on dit aujourd'hui, qu'on définit autour de l'Anthropocène, comment agir. Et en tout cas, je te laisse la parole pour faire le lien. Super, merci Pauline. Bonjour à tous. Donc l'idée c'était de faire un peu un lien entre... Ici, il faut que je me mette en face. C'était de faire un lien entre effectivement la conférence que j'ai donnée il y a quelques semaines sur le vide stratégique et puis la conférence de François sur en fait les stratégies des collectivités face au changement climatique. Et donc je vous propose en fait de reprendre un petit visuel que j'avais esquissé la dernière fois. Hop, qui est ce visuel-là. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans un nouveau monde qui s'appelle l'Anthropocène. Et en fait, ce nouveau monde, c'est un monde où on pourrait dire qu'on a une crise des relations. Donc des relations au sein de la société, mais des relations notamment entre la société et l'environnement. Puisqu'aujourd'hui, on a, vous le savez sans doute, un dépassement des limites planétaires qui sont au nombre de 9 et dont fait partie le changement climatique. Parmi, en fait, le vide stratégique, il est lié au fait qu'on a une manière de penser qui est un peu obsolète. Et donc moi j'ai proposé la dernière fois de penser plutôt de manière systémique et d'avoir une approche relationnelle. Et ma proposition, c'est de penser la stratégie différemment et de se dire que finalement, designer une stratégie, c'est transformer un système de relations. Et finalement, ce que propose François en parlant des stratégies des collectivités, c'est que la collectivité, elle va essayer de transformer la relation qu'il existe entre les entreprises, les usagers, les citoyens et l'atmosphère pour finalement transformer le rapport qu'on a au climat en venant jouer sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on peut très bien imaginer ici de se dire qu'on a un système de relations en n'oubliant pas que finalement ce système de relations, il est composé de différentes entités qui sont à la fois humaines, donc par exemple les usagers, les citoyens, qui sont techniques, c'est toutes nos infrastructures, mais qui sont aussi issus des sphères naturelles, la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Et aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à ces relations-là, donc entre la collectivité, les usagers et les citoyens, la collectivité et les entreprises, et la manière, et les instruments que met en place la collectivité pour agir sur la relation qu'il y a entre les usagers et le climat, et entre les entreprises et les autres structures et le climat.
Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une approche relationnelle qui prenne en compte toute la sphère. Et j'ai quand même laissé, en fait, c'est important, la biosphère, l'hydrosphère et les autres sphères, parce qu'on verra, sans doute que tu le mentionneras, qu'il y a un lien, bien sûr, entre la biosphère et l'atmosphère, puisqu'on sait notamment que les forêts, en fait, sont des puits de carbone. Donc on a un lien vraiment entre la biosphère et aussi le climat. Voilà, donc moi j'ai proposé cette approche relationnelle, et du coup je vais laisser François poursuivre. Merci. Je te laisse le visuel. Parfait, merci Claire. Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle François Tomaso, je suis chef de projet dans un institut d'économie qui s'appelle l'Institut d'économie pour le climat, I4CE pour Institute for Climate Economics en anglais. Et auparavant j'ai eu un parcours professionnel de plus d'une dizaine d'années au sein du service public, dans les collectivités et à l'État. Donc le propos que je vais tenir aujourd'hui sur les enjeux et les leviers des collectivités face au changement climatique est nourri de mon expérience de praticien d'abord et d'analyste ensuite. Et globalement de citoyens engagés sur ces sujets avec beaucoup d'autres, dont certains ici présents. Le sujet que... Donc merci beaucoup Claire pour l'introduction. Voilà, ce que propose Claire, c'est une grande prise de recul. C'est vrai que moi j'ai tendance à être beaucoup plus terre à terre sur qu'est-ce qu'il faut faire et combien ça coûte. C'est vraiment ça mon domaine de spécialité. Alors je reconnais que ça peut paraître un peu bêta par rapport à cette prise de distance, mais je trouvais justement intéressant d'avoir la complémentarité des approches. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est donc les enjeux des collectivités face au changement climatique. Et donc je vais articuler mon propos en 3 temps, parce que j'ai une formation qui me guide vers le plan traditionnel de la dissertation à la française. Donc je vais essayer d'abord de définir les termes du sujet, ensuite de dire c'est quoi la problématique, et puis ensuite c'est quoi le plan d'action. Et toutes les questions qu'il pose, évidemment, il y a beaucoup de points d'interrogation dans ce que je dis, et certaines personnes dans la pièce qui sont au moins aussi compétentes que moi sur tous ces sujets. Après on pourra poursuivre la discussion. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'enjeux des collectivités face au changement climatique? D'abord, le changement climatique. Je sais que c'est quelque chose qui est comme évident pour la plupart des gens, je pense, présents ou qui écoutent. Mais en même temps, je pense que la plupart d'entre nous, moi le premier, même si j'y passe mes journées entières, on a parfois du mal à prendre conscience de l'ampleur de l'enjeu qui se dresse devant nous et du moment historique dans lequel nous sommes. J'ai juste pris quelques éléments issus de la synthèse du 6e rapport du groupement intergouvernemental d'études sur le climat, le GIEC, qui est sorti il y a moins d'un mois, donc c'est vraiment de l'actualité toute récente. Donc c'est un document qui, après une longue séance d'approbation associant 195 pays, fait référence sur l'état des connaissances scientifiques, sur les causes du changement climatique, sur ses effets, sur les façons de l'atténuer et sur les façons de s'y adapter. Et qui rappelle quelques faits assez évidents. D'ores et déjà, le climat mondial s'est réchauffé en moyenne de plus de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc le changement climatique n'est pas une perspective, c'est une réalité tangible. Si on ne fait rien il est à peu près certain maintenant que d'ici 2030, nous atteindrons 1,5 degré à l'échelle mondiale. On pourra reparler de ce que ça signifie concrètement en France dans la discussion. Et si on ne fait rien, on va vers si on n'infléchit pas les politiques telles qu'elles sont menées à l'échelle du monde aujourd'hui, on va vers des perspectives à plus de 3 degrés. Donc tout ça c'est établi. Donc l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de savoir, premièrement, comment on fait en sorte d'atténuer cette évolution, et deuxièmement, comment on fait en sorte de s'y adapter. Ensuite, c'est justement ça, quand on dit l'enjeu des collectivités face au changement climatique, c'est donc que les collectivités, elles ont un rôle sur ces 2 volets. Atténuer le changement climatique, c'est vraiment se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de limiter les émissions de gaz à effet de serre qui constituent le moteur de ce changement climatique. S'adapter, ça veut dire comment est-ce qu'on aménage une société qui soit vivable pour tous, et en particulier pour les plus fragiles, dans un monde qui se réchauffe et qui sera caractérisé par des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, des phénomènes de sécheresse, des incendies, comme on les a vus cet été, etc. Ce n'est que le début
de phénomènes dont on est certain aujourd'hui qu'ils vont se multiplier. Et les collectivités, alors c'est quoi? Et c'est là que je vais faire face à des gens pour qui ce sujet est plus ou moins évident, mais je vais reprendre un peu depuis le début. Si on s'en tient à une définition strictement juridique, je vais la citer parce que c'est toujours intéressant, ce sont des personnes morales de droit public, bon ça encore passons, qui s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel et qui prennent les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Donc c'est-à-dire que ce sont des démembrements de notre État-nation qui organisent la vie en société et qui ont des compétences qui leur sont déléguées et sur lesquelles elles peuvent prendre des décisions en propre, de façon à ce que ces dernières soient parfaitement adaptées, d'une part aux réalités du terrain sur lesquelles ça s'applique, et d'autre part à la volonté des citoyens qui ont désigné les élus au suffrage universel. Concrètement, il s'agit en France des communes, qui sont au nombre de 35 000 aujourd'hui, un peu plus de 35 000, sur l'ensemble du territoire français, ce qui est une spécificité française liée à l'historique de notre aménagement du territoire. Ce sont les départements, il y en a une centaine. Ce sont les régions, il y en a 13 en métropole et je ne sais plus, quelques-unes évidemment en Outre-mer, plus quelques collectivités à statut particulier. On pourrait ajouter à ça les regroupements de communes, ce qu'on appelle dans le jargon administratif les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, comme Clermont-Ferrand Métropole par exemple, Aurillon, Limagne, les Volcans, etc., qui ont pris une importance croissante, mais qui de fait sont d'abord et avant tout des regroupements de communes. Donc toutes ces entités se distinguent très clairement d'autres personnes publiques qui exercent sur les territoires, en particulier les établissements publics de l'État ou les directions de l'État, en ce qu'elles ont cette capacité, cette autonomie et cette capacité de décision qui leur est propre pour leur spécificité. En cela, moi j'ai toujours une difficulté à dire les collectivités, parce que quand on parle des politiques qu'elles mettent en œuvre, en réalité, justement, chaque collectivité est spécifique. Et c'est bien ça à la fois la complexité et le charme du sujet, c'est qu'on ne peut pas dire, par exemple, comme on dirait les universités, pour prendre un autre domaine dans lequel j'ai travaillé, où il y a une politique nationale d'enseignement supérieur de recherche, il y a là des collectivités qui ont chacune leurs propres décisions et leurs propres spécificités. Et donc on va essayer quand même de dresser des traits communs en fonction de leurs compétences. Alors, la problématique, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, donc la problématique c'est celle de la transition vers ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire faire en sorte qu'en 2050, c'est l'objectif que collectivement les États se sont fixés lors des accords de Paris, c'est comment faire en sorte que cette neutralité carbone advienne, comment faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre diminuent, de telle façon qu'elles soient réduites dans une proportion suffisamment faible en 2050, que ce qui reste soit absorbé par les puits de carbone et les différentes possibilités qui existent en la matière. C'est quelque chose qui va réinterroger dans un laps de temps extrêmement court nos modes de vie, de production, de consommation, de déplacement, ça a déjà commencé évidemment, hein. Qui, d'après beaucoup d'observateurs, d'analystes, est d'une ampleur comparable à ce que nos sociétés ont vécu au moment de la révolution industrielle. C'est vraiment une transformation profonde de nos sociétés. Et donc les collectivités en tant qu'acteurs de terrain, qui ont des compétences, qui ont des budgets, qui ont une capacité d'action, une légitimité forte, elles ont dans ce processus un rôle historique majeur, et il y a ici des gens qui travaillent en collectivité, et donc moi, quelque part je me considère encore comme un des acteurs de cet écosystème, et donc je considère que notre enjeu c'est de rappeler que nous avons partout et tout le temps, que nous avons cette responsabilité historique en tant qu'acteurs publics. Alors, dans le cadre de ce gigantesque chantier, d'objectifs globaux, déclinés ensuite pour l'Europe, la France, etc.,
quel rôle peuvent et doivent jouer les collectivités, combien ça coûte et comment on finance. Voilà en gros les grandes lignes de ce que je peux raconter, voilà, en laissant évidemment une large place à des choses que d'autres pourraient dire mieux que moi. Alors, le plan d'action, j'aime bien ce terme parce qu'il est un peu à la mode. Il y a un grand retour d'une notion qui en France a été très importante, notamment au moment des 30 Glorieuses, qu'on appelle la planification. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de planification en matière de transition écologique. La planification renvoie à une époque où l'État avait conduit des transformations économiques majeures, notamment d'industrialisation, à une époque où il avait la main sur des pans entiers de l'économie qui depuis ont été privatisés, à une époque où la construction européenne n'était pas très aboutie, à une époque où la décentralisation, c'est-à-dire le fait de confier plus de compétences à des collectivités, n'avait pas encore eu lieu, donc vraiment une période où l'État avait beaucoup plus de leviers qu'aujourd'hui, et il avait pu impulser des transformations majeures sur des grands projets en matière par exemple le nucléaire est né de cette période, l'électrification, le TGV, l'aménagement du territoire, l'industrialisation à marche forcée, etc. Et donc aujourd'hui on a cette idée qu'il faut une stratégie nationale pour mettre en œuvre la transition écologique, comme on a fait la révolution industrielle, maintenant aborder cette nouvelle révolution. Et donc cette notion de planification renvoie à un rôle des acteurs qui reste à définir entre l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs privés que vous êtes, que nous sommes, les entreprises, les ménages. Alors, on a un cadre européen, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui fixe les objectifs. On doit réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 à l'horizon 2030, et on doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. En plus de ça, on doit diminuer l'empreinte carbone de nos sociétés. Donc les émissions, ce sont les gaz à effet de serre qui sont, entre guillemets, générés sur le territoire de la France ou de l'Europe. L'empreinte carbone, c'est ce que nous importons en matière d'émissions du fait de notre consommation de biens essentiellement et de services qui viennent de l'étranger. Donc si on veut avoir une vision complète de l'empreinte carbone d'un pays, il faut à la fois compter les émissions domestiques et les émissions importées. Donc on a aussi des objectifs de baisse de l'empreinte carbone. Et tout ça se transcrit dans un schéma national de transition qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est en cours d'actualisation, et il y a une nouvelle version qui devrait sortir au mois de juin, mais moi là je vais parler de la précédente, qui date de 2017-2018. Donc qu'est-ce que ça dit, ça? Et je sais pas dans quelle mesure tout ça parle à tout le monde, mais voilà, ça dit qu'il faut décarboner totalement la production d'énergie à l'horizon 2050, c'est-à-dire que tout ce qui relève de la production d'énergie au charbon, au gaz, nous en France on est moins concernés que dans d'autres pays, doit avoir complètement disparu. Ça donne comme cap de réduire fortement les consommations d'énergie dans tous les secteurs, j'en reparlerai, en renforçant l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment faire autant, voire plus avec moins d'énergie, et en développant la sobriété, c'est-à-dire à quoi on peut renoncer comme consommation d'énergie sans que ça dégrade nos modes de vie, nos goûts, à chacun d'en être juge, mais c'est de renoncer à certains usages que l'on juge superflus d'énergie. C'est de diminuer au maximum les émissions qui sont pas liées à la consommation d'énergie, il y en a principalement dans le secteur agricole et industriel, et c'est d'augmenter les puits de carbone. Claire parlait tout à l'heure de la biosphère qui en fait partie. Donc, pour tout ça, il y a des grands objectifs nationaux, mais pour vous donner un ordre d'idée pour ce qui concerne les collectivités. Donc, le premier secteur émetteur en France, ce sont les transports. Donc ça représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur dans lequel les émissions ont tendance à augmenter, même encore aujourd'hui. En 2022, elles ont augmenté encore. Et donc, c'est un secteur absolument central si on veut accomplir nos objectifs, si on veut remplir nos objectifs. Et on est vraiment au balbutiement de ce que l'on peut faire. Les outils, voilà, ils sont bien connus. C'est la décarbonation massive de nos modes de transport, et c'est le report
vers des modes de transport qui sont moins polluants. Donc la décarbonation, ça veut dire tout simplement à terme se priver du véhicule à essence, au diesel. Donc là, il y a des directives européennes, hein, je pense que vous êtes au courant, mais à partir de 2035, il sera interdit de vendre des véhicules thermiques neufs en Europe. Et on doit électrifier petit à petit l'ensemble du parc de véhicules. Et puis, c'est privilégier les modes de transport collectif et le vélo. Pour vous donner juste un exemple, le vélo représentait, je crois que c'était en 2015, 4% des trajets courte distance. Dans la stratégie nationale bas carbone, il est inscrit que ça doit passer à, je crois que c'est 12% en 2030, 15% en 2050. C'est vraiment une multiplication par 3 de l'usage du vélo en l'espace de 15 ans. Et même si le vélo augmente, moi par exemple qui suis cycliste à Clermont depuis 2015, depuis que j'habite ici, voilà, je n'ai pas noté un triplement de l'usage du vélo à Clermont sur cette période. Voilà, on a encore du chemin. Il y a une augmentation, mais on est encore très loin du but. Et donc là, les collectivités ont évidemment un rôle à jouer dans les deux volets, transport collectif et report modal vers le vélo. Pour ce qui est des transports collectifs, c'est principalement les régions, les conseils régionaux, qui ont le ferroviaire sous leur responsabilité, les trains express régionaux, et les intercommunalités, les métropoles, les agglomérations, qui ont en charge les transports collectifs urbains. Voilà. Par exemple, le projet Inspire de Clermont-Auvergne Métropole, je ne fais pas de la pub parce qu'il y a des collègues qui sont présents, mais parce que c'est vrai, c'est un projet important de construction d'une infrastructure de transport collectif qui a vocation à justement permettre ce report modal. En partie. Le deuxième volet, c'est évidemment le bâtiment. Le résidentiel tertiaire, les logements, ça représente au total 19% des émissions en 2017. Donc là-dessus, ce sont les communes qui sont principalement concernées. Elles ont un patrimoine considérable. Le président de la République a annoncé, par exemple, encore, j'ai vu avant-hier dans Le Parisien, qu'il allait aider les communes à rénover leurs écoles. Voilà, mais c'est un sujet absolument majeur. Il y a dans chaque commune des bâtiments publics qui sont des passoires thermiques, qui sont plus ou moins utilisés, plus ou moins chauffés, etc. Mais toutes les mairies, toutes les écoles, et puis après, dans une ville comme Clermont, tous les équipements publics, les bibliothèques, les piscines, les salles de sport, etc., les gymnases, tout ça c'est évidemment des bâtiments qui sont à rénover intégralement, rapidement et dans de bonnes conditions. Il y a évidemment tout le secteur du logement aussi, et on sait que, j'en reparlerai, un grand nombre d'acteurs privés n'ont pas forcément les moyens de rénover leur logement, et donc il y a forcément pour la puissance publique une responsabilité de les aider. Il y a un sujet sur l'agriculture, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a peut-être un peu moins de choses à dire encore qu'eux, surtout sur l'aménagement du territoire, le développement des forêts, la décarbonation industrielle, l'industrie représente 17% des émissions en 2017, la production d'énergie, là aussi les collectivités ont un rôle important pour encourager les énergies renouvelables sur leur territoire, notamment en zone rurale, ou par exemple les réseaux de chaleur en zone urbaine. Là encore, c'est pas pour faire de la pub, mais il y a un réseau de chaleur important qui vient d'être inauguré, je crois, tout récemment à Clermont, en tout cas qui est en train d'être mis en œuvre. Voilà, mais il y a d'autres actions à conduire, et puis enfin les déchets. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les collectivités ? Alors, il y a une longue liste de choses qu'elles font déjà, très largement, et qui doivent accélérer considérablement. Alors le premier sujet le plus évident, c'est qu'elles agissent sur leurs compétences propres, dont j'ai cité la production d'énergie, réseau de chaleur, ENR, les infrastructures de transport, c'est vraiment la mère de toutes les batailles avec le bâtiment, la rénovation thermique des bâtiments et l'efficacité énergétique, par exemple dans l'éclairage public. Voilà. Ça c'est vraiment le premier chantier, c'est celui d'agir sur son patrimoine, d'agir sur ses compétences, d'agir sur ce qu'on a, sur ce sur quoi on a une pleine maîtrise. Mais elles vont être, et elles sont déjà, et à mon avis ça va être le prochain sujet qui va monter de façon très forte dans les années qui viennent, être mobilisées pour l'accompagnement des autres acteurs dans la transition. Ça rejoint un petit peu
le graphe, l'usager citoyen qui est en lien avec la collectivité. Alors, il élit les élus, mais lui-même, il est destinataire des politiques publiques. Et donc, comme les entreprises et les ménages vont être mis à contribution elles-mêmes pour conduire des actions et que ça va leur coûter de l'argent, les collectivités devront nécessairement accompagner à proportion de leurs facultés un certain nombre d'acteurs. On voit par exemple je vais prendre juste un exemple, celui des véhicules. Aujourd'hui, il y a un débat qui monte sur les zones à faible émission. Alors, on n'est pas directement sur le climat puisque c'est principalement guidé par la lutte contre la pollution atmosphérique, mais c'est lié aussi évidemment au sujet climatique. Mais on voit monter une contestation très forte contre ces zones à faible émission qui concrètement posent comme règle que pour accéder à certaines zones urbaines, il faut avoir des véhicules faiblement polluants, selon les critérisations en vigueur. Et beaucoup de personnes qui ne vivent pas en ville, parfois parce qu'elles n'en ont pas les moyens, parfois par choix, et qui n'ont pas de véhicules qui correspondent à ces critères, disent que ça leur posera des problèmes pour accéder les uns à leur travail, les autres à des services publics qu'on ne trouve plus qu'en ville, etc. etc. Donc on sent monter cette contestation. Et donc il y a là un enjeu, à mon avis, fondamental d'accompagner les ménages, là aussi, encore une fois selon leurs facultés, dans la conversion de leur véhicule vers un véhicule qui peut rentrer dans les zones à faible émission. Sinon, on crée des barrières nouvelles qui vont juste provoquer le rejet complet de la politique, un peu comme on a assisté au moment de la crise des Gilets jaunes, par exemple. L'accompagnement, ça passe également par la formation professionnelle. C'est une compétence des conseils régionaux, je le mentionne parce qu'on en parle, à mon avis, assez peu, malheureusement. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs, malheureusement, il y a un effondrement de la politique de formation professionnelle. Mais c'est un sujet majeur de transformer les métiers, de former les agents vers de nouveaux métiers. On a des pans entiers d'industrie qui vont devoir se transformer. Certains vont émerger, d'autres vont disparaître. Dans le bâtiment, on va normalement moins construire, beaucoup plus rénover. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers. Donc là, il y a un enjeu assez fondamental de bâtir des plans de formation professionnelle adaptés. Un accompagnement économique aussi des entreprises, notamment pour les enjeux de réindustrialisation, pour diminuer l'empreinte carbone et les enjeux de décarbonation. Tout le monde ne peut pas supporter... Voilà, donc un rôle d'accompagnement qui va, je pense, énormément monter dans les années qui viennent. Il y a un rôle majeur sur la politique d'achat. C'est un sujet qui peut passer là aussi sous les radars, c'est un peu plus techno, mais en gros, 60% de l'investissement public est porté par les collectivités territoriales. Donc elles, pour le dire assez simplement, les collectivités dans leur ensemble dépensent énormément d'argent pour faire plein de choses. Et la façon dont elles conduisent leur politique d'achat, dont elles choisissent leurs fournisseurs, est majeure si on veut envoyer les bonnes incitations aux bons acteurs pour justement conduire la transition. Juste un exemple, mais en matière d'alimentation, c'est un sujet, par exemple, toutes les cantines scolaires, toute la restauration collective dans les EHPAD, évidemment. Si on met en place des politiques d'approvisionnement, circuits courts, produits de qualité, c'est évidemment une façon très directe et très massive de soutenir les agriculteurs qui se lancent dans cette démarche. Évidemment, le bio en fait partie. Donc voilà, c'est un élément de la politique d'achat, mais il y en a d'autres dans le bâtiment, etc. Les collectivités ont aussi un rôle d'animateur des politiques territoriales, de mise en réseau des acteurs. Voilà, une collectivité, ça a vocation à soutenir et à animer. Un rôle d'aménageur, d'urbaniste. Les collectivités ont à leur main les principaux documents d'aménagement du territoire, en particulier les PLU, PLUI dans les communes et les EPCI. Donc ça, ce sont des instruments majeurs pour déterminer des politiques de mobilité, des politiques de logement. Un rôle aussi de production de la connaissance. Un des grands manques, et là aussi un sujet qui va certainement émerger, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale sur le bas carbone. Elle est aujourd'hui nationale, par définition, mais elle n'est pas territorialisée. Or, quand on parle d'atténuation du changement climatique, mais surtout peut-être encore quand on parle d'adaptation au changement climatique, il faut tenir compte des spécificités de chaque territoire, de leur... Voilà, on ne traite pas un territoire littoral comme on traite un territoire de montagne quand on parle
de comment vivre avec un 1,5 degré en plus à l'échelle mondiale, ce qui peut se traduire par plus 3, plus 4 degrés en France à l'horizon 2050. Donc la territorialisation de la politique nationale est très importante, et donc ça nécessite de produire de la donnée de qualité sur ce que ça veut dire à Clermont, ce qu'on va vivre, ce qu'on est en train de vivre, la façon dont on peut nous-mêmes agir. Et ça, il y a des initiatives qui commencent à émerger, des GIEC locaux. Je ne suis pas sûr que la terminologie soit la meilleure, mais c'est intéressant. J'ai vu que, par exemple, la ville de Paris avait mis en place une démarche Paris à 50 degrés, qui me paraît... voilà, le titre est ronflant, mais on voit bien la démarche de production de connaissances, production d'informations, mise en commun des acteurs. Enfin, et c'est le dernier point, on n'y pense pas trop, c'est que les collectivités, c'est un employeur majeur. Il y a 2 millions de personnes qui bossent dans les collectivités territoriales en France. Donc, pour ma part, je considère que la formation des enjeux, la formation de tous les agents publics, chacun dans leur métier, sur ces enjeux est vraiment un levier considérable de changement, de façon à ce que leur pratique professionnelle évolue chacun dans son métier, mais aussi à ce que ça diffuse ensuite à l'ensemble de la société. Ces 2 millions de personnes qui ont des familles, des proches. En plus, c'est vraiment des gens qui travaillent par définition dans toute la France, contrairement par exemple à l'État qui va avoir des grosses concentrations d'agents dans certains lieux, là où il y a des pôles urbains, là où il y a des militaires, etc. Les collectivités, par définition, dans chaque commune, il y a un cantonnier, un secrétaire de mairie, quoi, hein, je caricature. Et donc par définition, si on arrive à former toute cette population, ce sont autant d'ambassadeurs du climat qui peuvent ensuite diffuser sur le territoire. Alors je vais terminer sur, je ne sais pas du tout si ça fait une demi-heure que je parle ou pas, mais je vais terminer sur le combien ça coûte et comment on le finance. Alors là, encore une fois, je suis désolé d'être très terre à terre par rapport aux considérations systémiques dont on parlait en introduction, mais souvent l'argent est le nerf de la guerre, et en particulier en matière de politique publique, ça pose la question de la répartition de l'effort. Tout ce que je viens de dire coûte de l'argent. On sait à peu près dire que c'est les travaux de l'institut dans lequel je travaille qui l'ont documenté, que pour la stricte partie investissement, donc c'est-à-dire construire toutes les infrastructures de transport en commun, les infrastructures cyclables, la rénovation des logements, etc., juste la partie investissement, il faudrait que les collectivités investissent 2 fois plus qu'elles font aujourd'hui. Voilà. Sur ces sujets-là. Elles investissent à peu près 6,5 milliards d'euros, je vous donne les ordres de grandeur comme ça, et il faudrait passer aux alentours de 12, sachant qu'en tout, ça ne représente que, je crois que les dépenses d'investissement totales en 2021, par exemple, c'est 68 milliards d'euros. Donc ça reste quand même... Voilà, ça demande un effort, mais c'est quelque chose qui est... Voilà, pour vous donner un peu les ordres de grandeur, 12 sur 68. Bon. Mais il faut ajouter tout le reste, c'est-à-dire que derrière, il y a aussi des personnels à mettre pour conduire les bus, conduire les trains, pour animer les stratégies territoriales. Et il y a évidemment après toutes les politiques d'accompagnement qui ne sont pas chiffrées aujourd'hui et pas documentées, ni à l'échelle nationale pour une large mesure, ni à l'échelle locale. Donc, tout le travail qui reste à l'œuvre, et là il y a une mission qui est actuellement en cours à l'échelle nationale sur les enjeux macroéconomiques de la transition écologique, une mission conduite par des économistes célèbres, qui dit que la réflexion macroéconomique sur ce qui est en train de se passer est très très insuffisante dans nos sociétés. Et c'est rare de voir des gens placés dans des positions institutionnelles aussi critiques pour dire, voilà, on ne s'est juste pas préparé intellectuellement à ce qui est en train de se produire et ce qui doit se produire. Donc, on sait qu'on doit doubler les investissements, on sait qu'on doit mobiliser beaucoup d'argent pour ensuite faire fonctionner tout ça pour l'accompagnement. Et donc, comment est-ce qu'on le finance ensuite ? Eh bien, là-dessus, il n'y a pas 36 leviers en réalité. L'argent public, il peut être prélevé à différentes échelles. Si je prends le schéma, les collectivités elles-mêmes qui ont un pouvoir de fiscalité assez réduit aujourd'hui et de faire payer les services publics. L'État, évidemment, qui a les principaux impôts à sa disposition et qui finance l'Union européenne. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment demain
les collectivités dans cet écosystème décrit ici réussissent à se financer, soit dans un lien direct avec les gens qui vivent sur leur territoire, un lien fiscal ou un lien d'utilisation des services publics. Par exemple, il y a un débat autour de la gratuité des transports en commun qui a lieu. Hein. Là, je ne vais pas prendre position, j'ai un avis, mais je ne vais pas prendre position, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais la gratuité des transports en commun, c'est quand même se priver d'une ressource pour investir. Donc ça veut dire qu'il faut faire payer autrement les investissements dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un vrai sujet après de savoir comment est-ce que du coup on fait. Donc il y a l'usager, l'État évidemment. Est-ce que l'État doit donner plus d'argent aux collectivités? Si oui, comment? Quel canot et comment lui-même il le finance? Parce qu'à la fin tout ça, vu de ma place, évidemment vu de la place d'une collectivité, on va dire il faut que l'État nous donne plus. Mais quand on se positionne sur la vision d'ensemble, il faut que l'État doit lui-même du coup dégager ses propres ressources, et où les trouve-t-il? Et évidemment les entreprises qui sont des contribuables majeurs en France et qui peuvent contribuer, mais qui sont aussi destinataires de cet argent. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, le travail que je conduis vise à documenter ce x2 d'investissement, comment on le finance en actionnant ces différents leviers. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille au quotidien. Mais on n'est qu'au début de la réflexion et très probablement il faudra approfondir, continuer à creuser. Mais voilà, c'est un sujet qui n'a pas fini, à mon avis, de me donner du travail. Et très probablement, on sera beaucoup plus dans quelques années à étudier ces sujets-là parce que voilà, c'est que le début. Voilà. Je ne sais pas combien de temps je vais parler, mais j'espère que c'était intéressant et à peu près clair. Voilà. Maintenant, si vous le souhaitez, soit on passe à une séance un peu questions-réponses ouvertes, ou plutôt peut-être autour d'un apéritif. Déjà, est-ce que quelqu'un a des questions Ouais. tout de suite? Il y a des gens en ligne qui posent des questions. Il y a quelqu'un en ligne, mais c'est pas vraiment des questions. Je ne sais pas s'il y a des... Oui, Marie? J'ai quand même un souci. Si j'en avais qu'un, ce serait cool. Mais non, sans parler de ça, très de plaisanterie. Tu disais qu'en fait, tu as l'air de dire que le pouvoir au niveau des collectivités est quand même très important. Et tu disais que c'était une spécificité française d'avoir 35 000 communes. Moi j'ai un problème, c'est qu'on parle toujours de politique, on est obligé de faire une politique à long terme. Et on sait très bien que c'est humain. Lorsque les prises de décision locales se font avec des gens qui n'arrivent pas à réfléchir à long terme. Comment on fait? Ça ne me dérange pas que l'Europe décide quelque chose parce qu'elle prend des informations à long terme, mais localement, on n'arrive pas à décider. Donc si le pouvoir reste dans les mains des collectivités locales, ça ne marchera pas. Alors je n'ai jamais dit que Oui, non, mais ça ne peut pas marcher. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On est sur le... Est-ce que vraiment l'État, par exemple, conduit les choses à plus long terme? Il l'a prouvé avec le nucléaire. Oui, il y a 50 ans dans un autre contexte. Et par exemple sur le sujet du climat, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu une vision de long terme de l'État ces dernières années. On était plutôt sur du coup par coup. Et c'est à mesure... donc tu poses la question de comment est-ce que cette urgence, cette importance du sujet qui pour la plupart d'entre nous, je pense ici, est une évidence, elle se concilie avec l'exercice de la démocratie, et à savoir qu'il y a pas mal d'autres personnes qui vont considérer l'inverse. Voilà. Qu'il y a des sujets plus importants, que peut-être le sujet n'est pas si grave, que les solutions ne sont pas celles qui sont inscrites dans la stratégie nationale bas carbone, mais qu'on peut continuer à vivre, à consommer, à se déplacer exactement comme on a fait jusqu'à aujourd'hui, voire pire. Donc voilà, je pense pour ma part qu'on n'a pas d'autres solutions que l'exercice de la démocratie, parce que je suis absolument convaincu que des solutions autoritaires ne seraient pas meilleures, elles seraient moins acceptées, étant donné l'ampleur des transformations en cours. Elles seraient moins acceptées, elles seraient moins adaptées, et que le sujet principal, c'est celui de la diffusion
de la connaissance, de la diffusion du savoir, de la prise de conscience collective, et que si nos élus, entre guillemets, nos élus, j'ai du mal à dire, à les critiquer en tant que tels, si nos élus agissent comme ils agissent, c'est parce que la société n'était pas prête. Et que quelque part, ce qui se passe, je trouve, depuis l'été dernier, où concrètement, on a vu les méga-feux, on a senti les canicules, et on a senti une forme d'évolution dans la société, je pense que ça va s'accélérer à mesure que les manifestations du changement climatique vont être de plus en plus évidentes. Et donc je pense que c'est ça qui va guider vers l'action. Et donc, alors, la question après, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai demain une collectivité climato-sceptique qui refuse d'agir ? Mettons par exemple une collectivité qui préférerait financer des canons à neige dans des pistes, au hasard, dans des stations de ski qui n'ont plus de neige, au lieu de les préparer à un monde sans neige. Bon, bah, je vais te dire, le combat, après, il est politique, et il est à conduire politiquement. Et donc, je ne pense pas qu'une réponse de type « Ah ben, on va supprimer cet échelon démocratique ». Alors, je ne dis pas que tout est parfait dans la collectivité, qu'il ne faut pas revoir certains fonctionnements dans le nombre de collectivités, quel type d'élection, etc. Mais en général, je ne pense pas que ce soit en privant les collectivités, en retirant aux collectivités leur légitimité de suffrage universel, qu'on sera plus efficace. Et je pense même que ce qu'on voit plutôt dans le monde, c'est que moins on a de démocratie, moins on a de combat contre le changement climatique. Voilà. Et donc j'ai plutôt tendance à continuer à faire confiance à ce modèle-là. Sans dire que tout est parfait. Dans ce que tu disais, il y a des leviers comme celui de la formation qui sont des actions qui peuvent être inscrites dans ce qui se fait déjà, mais réorientées. En revanche, la mobilisation, le doublement, le triplement des investissements, quand on voit aujourd'hui les situations financières des collectivités, on sent bien qu'on n'est pas tellement sur une tendance de multiplication de l'investissement. Là, moi aussi j'ai un problème. Mais c'est peut-être plus du coup de réorienter des investissements. En fait, de ce que j'entendais finalement, on parle des investissements dédiés à cette transition sur l'ensemble des investissements, et ça va être peut-être à un moment donné des choix de réorienter les investissements. Mais peut-être que la difficulté aussi pour rebondir, c'est entre l'urgence de la situation, la nécessité de planifier à long terme, et en même temps forcément des échéances politiques qui ne sont pas à long terme, et toute la difficulté de prendre des décisions, de concilier finalement ces différentes échelles de temps. L'exemple de Lyon et du Grand Lyon, pour le coup, sera vraiment très intéressant à suivre lors des prochaines élections, parce qu'ils ont vraiment mis en place une politique un peu différente sur ces deux collectivités, et l'acceptation sociale est encore à prouver aujourd'hui, et du coup on peut imaginer l'effet catastrophique d'un changement de majorité, parce que effectivement les gens n'en voudraient pas, ce qui voudrait dire que là on n'est vraiment plus du tout dans la bonne direction. Il faut effectivement, juste, pardon, je réponds parce qu'après ça va me sortir de la tête. Il y a 5 leviers en gros, pour répondre à Véronique. Il y a le levier de la fiscalité locale, qui existe toujours mais qui n'est pas énorme. Il y a la tarification qu'on fait payer à l'usager. Est-ce qu'on augmente les tarifs pour faire payer les investissements ? C'est pas énorme non plus, là, ce que les collectivités ont à leur main. Il y a ce que verse l'État aux collectivités. Ça, c'est un sujet qu'on peut interroger. Il y a s'endetter davantage, ce qui est une façon de reporter le problème, certes, mais de passer un peu ce cap d'un moment où on a des investissements particulièrement importants à conduire. Et c'est vrai que les réflexions à l'échelle européenne pour dire aujourd'hui il y a une façon de traiter la dette pour la transition qui doit être différente de la dette en général, me paraissent vraiment aller dans le bon sens et semblent de plus en plus faire consensus. Et enfin, il y a ce que vous disiez à l'instant sur la redirection, ce qu'on appelle la redirection, donc en gros faire d'autres choix, c'est-à-dire arrêter de faire certains trucs et en faire d'autres à la place. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque, et ce sera forcément un mix de tout ça qui permettra de passer le cap. Je voudrais juste dire un mini-mot que par ailleurs, je suis un peu sceptique sur la notion de long terme aujourd'hui. Parce que la première échéance pour dire si on a atteint nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, d'atténuation, c'est 2030.
Et là, on est en avril 2023. Et n'importe quelle personne qui a travaillé ou évolué dans une collectivité territoriale sait qu'une programmation des investissements, ça se fait en général à 10 ans. Donc en fait, là, quand on fait les programmations des investissements des collectivités en ce moment, là, on les fait terminer en 2033, 2034, 2035. Donc en fait, c'est déjà le court terme, en fait. C'est déjà le court terme. Voilà, donc j'ai un petit... alors, le 2050, évidemment, je ne dis pas qu'en 2030, tout sera fini. Mais là, on a maintenant des échéances de très court terme, en fait. Voilà, après. Il y avait une question juste. Pauvre Claude. Une piste de réflexion qui est en fait pour créer ce dialogue en fait territorial entre le monde privé, le monde public, le monde civil, citoyen. Le sujet de l'eau, qui n'a pas encore été évoqué, et peut-être le prétexte qui va nous obliger à devoir créer ces situations de dialogue extrêmement vite, car sans eau il n'y a pas de vie. Donc effectivement on est habitué à tourner un robinet et à voir dérouler l'eau à foison. Et d'autre part en fait, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie économique non plus. Donc c'est bien ce qui devrait faire la synthèse. Et l'eau, elle s'est imposée à nous en 18 mois. 2 hivers secs, un été de sécheresse, et on attend de voir ce qui va se passer l'été prochain. Donc peut-être que là, dans cette difficulté à percevoir ces notions d'échelle, de comment penser le temps long, le vide stratégique sur les murs d'investissement dont tout le monde parle et qui nous attendent, peut-être qu'à ce niveau-là, les collectivités territoriales qui ont la main sur l'eau, en partie, en tout cas les communes, ont capacité à pouvoir créer un dialogue avec les citoyens quand on voit notamment que sur certains territoires est questionnée la privatisation de l'eau dans des bouteilles d'eau minérale par exemple, mais qu'à la fois on se rend compte que les territoires qui n'ont plus accès à des nappes souterraines sont actuellement pourvus en eau par des bouteilles en eau minérale. Ça pose des sujets extrêmement complexes à penser, effectivement, ce qui va faire aussi, au-delà même peut-être que l'eau est aussi le moyen de traiter d'une échelle territoriale extrêmement locale, mais c'est quoi demain la solidarité territoriale aussi sur les réseaux de l'eau. L'énergie est très interconnectée, le réseau électrique est très interconnecté en France, c'est pas encore complètement le cas de l'eau, mais une région nantaise qui est en déficit d'eau va chercher son eau jusque dans le nord, avant de créer des ruptures qui ont tenu il y a 2 ans à très très peu de choses. Donc peut-être que l'eau peut être cet objet de dialogue en fait entre les différents territoires, les différentes responsabilités et les différents intérêts de tous, plus que le CO2 qui n'est pas tangible en fait quotidiennement. Voilà, je voulais porter ça en réflexion. J'ai rien à ajouter, je suis assez d'accord avec ça. C'est un bon exemple effectivement hyper concret. Je pense que les incendies aussi, les territoires qui sont concernés par les feux, ça a un peu ébranlé les gens de Gironde. Je pense qu'ils voient le sujet du réchauffement climatique différemment de l'Auvergne, par exemple, qui n'a pas pris de plein fouet ce qui s'est passé l'été dernier. C'est pour ça que je trouve que l'approche territoriale est aussi intéressante, c'est-à-dire que ça ne se pose pas partout dans les mêmes termes, mais là où il y a des manifestations extrêmement concrètes, comme l'eau, comme les feux, comme le recul du trait de côte, ça crée les conditions peut-être d'une réflexion plus rapide. En tout cas, on peut l'appeler de nos voeux, mais voilà, il y a urgence. Et donc, pour la question, est-ce qu'il n'y a pas une certaine dissonance dans l'idée en fait, sur ce financement de la transition écologique et qui en fait a besoin en gros de la croissance quoi. Est-ce que ça se porte un peu la gueule pour le coup? Oui, mais là tu abordes un sujet qui dépasse mes champs d'expertise, donc je ne vais pas avoir d'autres réflexions que des réflexions de toute personne qui réfléchit un peu sur le sujet, mais effectivement, la question de la mobilisation de la ressource publique repose énormément sur l'activité économique. Et donc, à partir du moment où on dit qu'il faut qu'on fasse ralentir certaines activités économiques, et ça c'est une nécessité, la question c'est de savoir est-ce que celle qu'on doit faire accélérer à côté générera un flux de croissance suffisant pour remplir les caisses de l'État, les caisses des collectivités. Point d'interrogation.
Ça fait partie des sujets, à mon avis, qui doivent être expertisés. De ce que je vois des choix des sociétés occidentales, fondamentalement de la France aujourd'hui, on reste quand même sur des choix très pro-technologiques, très basés sur le développement industriel. Il y a quand même une part de réindustrialisation qui va dans le bon sens, et donc du coup on peut espérer que ça va générer de la ressource fiscale en France sur le territoire national. Donc pour l'instant, on ne voit pas se dessiner un effondrement global des recettes fiscales, mais par exemple, juste pour terminer sur un exemple concret d'un point d'interrogation, le financement des régions repose en partie sur la TICPE, la taxe sur l'essence. On sait que c'est une taxe qui est condamnée, par définition. À horizon 2050, normalement, il y aura un effondrement du produit de cette taxe qui rapporte énormément dans les caisses de l'État. Donc ça pose quand même une question de financement, tout de suite. Il faudra certainement créer de nouveaux impôts, en supprimer d'autres. Enfin voilà, ça va être là aussi un bouleversement fiscal. Est-ce qu'un changement de modèle économique ne serait pas aussi au début aussi Certainement. Certainement. C'est vrai que hop, ça reboucle avec Claire. Voilà, exactement. Je vous renvoie à une conférence qui est en ligne. Ah, Simon. Il y a aussi le monsieur au fond. En parlant de Claire, vous avez expliqué tout à l'heure qu'on avait des limites planétaires. Pour faire lien avec toi, où tu nous expliquais qu'il devait y avoir énormément d'investissements en lien du coup avec une rénovation, enfin, en termes génériques des infrastructures, pour améliorer finalement notre efficience énergétique. Et moi, je me pose la question, est-ce que dans cette réflexion au niveau de ces investissements, il est réfléchi le ratio entre l'utilisation des matières premières et l'utilisation de l'énergie dont on va avoir besoin pour faire cette transition? Est-ce que ce ratio est réfléchi entre cette utilisation de matière et d'énergie par rapport au gain énergétique qu'on va avoir? Il y a certains cas, notamment avec la rénovation via l'isolation, il n'y a pas de sujet. Par contre, il y a d'autres cas où finalement on voit que c'est la question. Certainement, par des gens plus compétents que moi sur ces sujets très, très ingénierie. Globalement, comme je disais, il y a trois leviers, trois piliers de l'action qui sont souvent invoqués il y a la question de la production d'énergie qui doit être décarbonée. Donc le nucléaire fait partie des solutions décarbonées. Après, on prend pas pour des raisons autres et ça génère des questions, mais enfin, ça fait partie des solutions décarbonées comme le sont les énergies renouvelables. Il y a l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire en sorte d'être plus efficace, comme tu l'as dit. Et après, il y a ce sujet que tu interroges en creux, si j'ai bien compris, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles on doit renoncer, tout simplement. Enfin, et de savoir est-ce que le coût de ce qu'on pourrait faire en termes d'efficacité, d'investissement pour que ça soit plus efficace n'est pas supérieur à la nécessité qu'on a de conserver tel usage, tel mode de consommation, tel mode d'utilisation d'un bien. Voilà. Au contraire, c'est-à-dire on veut augmenter cette efficacité-là, mais finalement ce qu'on a actuellement, entre l'investissement qu'on va mettre, c'est pas plus mal de garder ce qu'on a. Alors, en tout cas, la stratégie nationale bas carbone, elle est modélisée sur ce type de calcul. Moi, je suis vraiment un consommateur de cette stratégie, c'est-à-dire que je prends le résultat aval et j'essaye de le transcrire économiquement, mais je sais que la façon dont on tire, en gros, au début du raisonnement, il y a l'idée qu'il faut diminuer le nombre de mégatonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère, que tel et tel usage produisent tant, et que par conséquent, il faut mettre en place des plans d'action pour réduire. Et donc, la façon dont la stratégie nationale bas carbone est construite, comme je disais tout à l'heure, les objectifs sur il faut plus de transports en commun, etc., c'est en partant du principe que chacun de ces leviers, justement, abat un certain nombre de mégatonnes de CO2, et tu verras dans les documents, il y a c'est toi qui es ingénieur, des graphes et tout ça qui l'expliquent de façon beaucoup plus claire que moi je pourrais te dire. Voilà, et qui vraiment mettent l'accent sur, dans tel levier, l'efficacité permet d'économiser temps, dans tel levier, c'est plutôt d'avoir une forme d'abandon de cette utilisation de l'énergie qui permet d'économiser. Oui, ma question était en premier avec ce qu'a dit Claude par rapport à la croissance pour éviter qu'il y ait... je ressens un petit peu le fait que en voulant
réduire notre impact carbone, il y a certaines démarches qui poussent à la croissance pour finalement des gains qui soient faibles. Et je me demandais s'il y avait des outils pour réglementer. L'ADEME, donc l'agence française pour la transition énergétique, voilà, un organisme public, a fait des scénarios alternatifs à la stratégie nationale bas carbone en disant, en fait, il y a plusieurs façons d'arriver à la neutralité carbone, et elle a fait un scénario technologie verte qui disait, ben voilà, on va tout miser sur l'innovation, la croissance, mais en misant tout sur le fait d'avoir des énergies totalement décarbonées, etc. Et puis un scénario, je ne sais plus comment il l'avait appelé, qui était ultra décroissant, où en gros, on abandonnait frugalité, voilà. Génération frugale, ouais, c'est ça. Et il y en a 4 en tout. Et puis, et qui racontent comme ça ce que c'est la société de demain et qui posent cette question-là. Donc là aussi, c'est des gens, c'est plutôt des ingénieurs, des gens qui ont fait ces modélisations. Et donc, moi, je n'ai pas la réponse. Après, on voit aujourd'hui que la stratégie française, telle qu'elle s'oriente en ce moment, sous ce gouvernement, etc., et pardon, pas trop de nos voisins. C'est plutôt le scénario technologie verte, c'est entre le SNBC et le scénario technologie verte qu'on s'oriente. Mais encore une fois, moi, dans mon travail, je prends plutôt les décisions telles qu'elles sont prises et j'essaie de les traduire ensuite plutôt que de les réinterroger en amont. Voilà, ça c'est un autre sujet. Et si je peux juste compléter la réponse, je pense que dans les outils qui permettent de répondre à ça, il y a la question des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire que malgré tout, il y a des ingénieurs qui, effectivement, notamment à l'ADEME, mais pas que dans les entreprises, qui essayent de calculer ça. Est-ce que produire un panneau solaire, au final, on va économiser plus de CO2 que de ne pas le produire? Est-ce qu'un véhicule électrique va émettre moins de CO2 à la fin quand on regarde toute l'énergie qui sera nécessaire à produire sa batterie et à produire l'électricité? Alors, c'est des calculs qui sont quand même un peu compliqués et qui dépendent beaucoup d'hypothèses sur lesquelles il y a des choses qui changent assez vite. Et du coup, il y a aussi des mauvaises utilisations. Enfin, bon, moi, j'ai vu aussi des cas de, par exemple, sur le photovoltaïque, prenons un exemple, de campagne de décrédibilisation du photovoltaïque en disant regardez, ils sont produits en Chine avec de l'énergie pleine de charbon et donc le temps de retour environnemental finalement est très mauvais. Bon, ça dépend vraiment des hypothèses qui sont prises et il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on a suffisamment de certitude sur le fait qu'il y a quand même un gain. Alors il y a un gain malgré tout si on se projette sur, c'est pas en 1 an ou 2 ans, hein, c'est plutôt 10 ans. Et puis le véhicule électrique, le véhicule électrique typiquement ça va dépendre combien de kilomètres il fait par an, quoi, hein. Le véhicule électrique c'est combien de kilomètres d'essence on va substituer. Donc là il y a des hypothèses qui sont celles de nos usages actuels qui peuvent aussi évoluer. Il ne faut pas non plus que ce soit c'est vrai que c'est compliqué, il faut prendre des décisions bonnes parce qu'on n'a pas le temps de prendre de mauvaises décisions, mais il ne faut pas non plus trop tergiverser parce qu'il y a des oppositions qui sont des fois mises en place pour de mauvaises raisons, parce qu'on voit quand même aussi des fois des influences de gens qui ont aussi d'autres intérêts derrière, hein, quand on tire un peu les ficelles. Voilà, donc mais il y a de la documentation là-dessus. Après, il faut la regarder un peu précisément, voilà, faut un peu fouiller. Il y avait monsieur au fond là qui... Moi, je voulais avoir votre point de vue sur le rôle d'une collectivité dans sa fonction de sensibilisation. Moi, j'aurais envie que, là, aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils alertent énormément la population sur le niveau de danger, tel que moi je le vis. Est-ce que, aujourd'hui, c'est pas le cas, il y a des raisons de l'identifier, pourquoi? Oui, ben, moi, je partage à 100% à la fois le fait que ça fait partie de leur rôle et qu'il est insuffisamment mis en valeur. Je vais prendre juste un exemple, mais quand je suis arrivé à Clermont, j'ai découvert, là, je crois qu'on appelle ça les sucettes Atmo. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les grandes... les girafes, à l'époque on appelait ça comme ça. Et c'est ces barres là qui disent la pollution de l'air aujourd'hui à Clermont, elle est à tel niveau ou à tel niveau. Mais moi j'ai vécu dans d'autres villes, à Rennes, à Montpellier, etc. J'avais jamais vu ça. C'est une spécificité, c'est unique en France. C'est unique en France, voilà. C'est unique en France. Mais je trouve que c'est formidable. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus généralisé, et ça devrait être beaucoup plus précis, beaucoup plus... Et un autre exemple, la météo à France 2.
Je ne sais pas si vous avez regardé récemment, mais ils ont fait... dorénavant, la météo, elle est... à côté de ça, il y a une météo-climat. Voilà, météo-climat, voilà, elle s'appelle comme ça. Et donc, ils ont changé la façon qu'ils ont de présenter la météo pour relier, on va dire, la conjoncture météo du moment, ce qui intéresse concrètement tout un chacun à un moment de savoir s'il peut sortir en vélo, avec le lien avec les phénomènes climatiques plus généraux qui sont à l'œuvre, notamment le réchauffement climatique. Ça, je trouve que c'est de la sensibilisation ultra intelligente, et je me demande si c'est pas, par exemple, ça la décision la plus majeure en matière de lutte contre le changement climatique aurait été prise ces dernières années, parce que je pense que c'est ça qui contribue à transformer. Et donc, comment les collectivités pourraient s'y prendre? Je pense qu'il faut, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la production de la connaissance et sa diffusion, quoi. Je pense que là, les initiatives de GIEC locaux, d'observatoires des territoires qui commencent à émerger un peu partout, mais qui sont encore bien timides, ça devrait être quelque chose de très largement systématisé et encouragé. Et voilà. Après, je sais que... Oui, Nathalie, tu connais ça mieux que beaucoup mieux que moi. Mais c'est un sujet difficile parce qu'en fait, alors elles en font de la sensibilisation auprès de différents publics, alors déjà auprès de leurs agents, comme ça a été évoqué, et ça comme n'importe quel employeur de taille un peu importante, il y a aussi des actions qui sont mises en place. Auprès des scolaires, parce que les collectivités, alors on n'a pas évoqué, parce que c'est pas un sujet sur lequel, à part le patrimoine école, mais les collectivités sont quand même très présentes, les communes dans les écoles, et donc elles peuvent proposer des sensibilisations. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est dire aux enseignants, si vous voulez, on vous met à disposition gratuitement un intervenant spécialisé, et après l'enseignant il prend pas. On essaie de construire des parcours pour les enfants, mais voilà. Et après, pour le grand public, le grand public, tous les ans, on fait... alors, il y a des semaines du développement durable qui ont lieu septembre-octobre, on fait tout un tas de manifestations. Et souvent, force est de constater qu'à la fin, les gens qu'on a vus, c'est un peu les mêmes qu'année d'avant. C'est un peu les mêmes qu'année d'avant, et que c'est quand même que des gens qui sont dans des réseaux déjà un peu sensibilisés, et donc on a toujours du mal à passer ce cap de comment est-ce qu'on touche les gens qui ne viennent pas d'eux-mêmes, en fait. Et donc c'est pour ça que je pense que des outils comme effectivement la météo, c'est des outils qui ont un pouvoir de... Et puis finalement, est-ce que vous, dans la salle, est-ce que vous regardez le programme de la collectivité sur la semaine du développement durable? Je ne suis pas sûre. Donc, non mais voilà, c'est juste finalement vers qui on se tourne. C'est loin d'être évident. Donc, on essaye aussi d'être en partenariat avec tous les acteurs associatifs qui font de la médiation, qui eux-mêmes ont leur propre public, le CEN, la LPO, le CPIE, et j'en passe. Mais il y a toujours cette question de comment toucher les gens qui n'ont pas envie d'écouter ce discours-là, sur lequel la réponse n'est pas facile. Ça me fait penser à... J'ai pas du tout la réponse, mais une piste de réponse, mais en tout cas, on cherche en fait beaucoup à toucher, les... quel est le mot exact? Sensibiliser. Vous avez utilisé un autre mot. Mais en tout cas, on va chercher à les engager, mais en fait, comment on les touche exactement, comment on fait qu'ils se sentent concernés? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ne se sentent pas concernés. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Et donc, je ne sais pas non plus exactement comment une collectivité territoriale pourrait le faire, mais c'est, à un moment donné, c'est de toute façon quelque chose qui doit venir des deux côtés. C'est-à-dire que se sentir engagé, c'est commencer à re-questionner comment les choses se passent autour de soi. Donc si on commence à se questionner sur le chemin d'un déchet, on va passer par la collectivité territoriale. Si on commence à s'interroger sur le sujet de l'eau, on va arriver à la collectivité territoriale. Mais c'est vrai, c'est comment reconnecter les gens à leur sens, et en fait concrètement et à leur territoire, et peut-être c'est quoi le changement climatique, et etc., au niveau du territoire même. Effectivement, si les méga-feux ne sont pas ici, voir une sensibilisation sur le méga-feu va peut-être pas tout de suite permettre de créer une proximité dans ce concernement. Par contre, il y a peut-être quelque chose d'autre sur le territoire qui va faire que ce concernement peut venir. Mais après, comment toucher les gens? Il y a encore un espace à aller créer qui n'est pas du tout évident. C'est vrai que c'est une grande question. Par exemple, des conférenciers comme Jean-Marc Jancovici, alors on peut être d'accord ou pas avec le SNI, n'empêche qu'il touche des gens. Et il a dit qu'il arrêtait de faire des conférences parce qu'il y avait toujours les mêmes qui étaient pas là. Donc il a dit c'est pas comme ça qu'on... C'est comment aller au plus près des gens, en fait, au plus près de la vie pour créer cet engagement. Et avec des gens qui sont eux-mêmes en questionnement. Donc je pense qu'il y a quand même un cheminement individuel. Enfin, je pense que chacun peut...
tous les gens engagés avec qui j'ai pu discuter, en général, ils se rappellent quand même du moment où ils ont pris confiance. Donc, je pense qu'il y a ce cheminement personnel, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Alors après, il faut confronter les gens, effectivement, à des situations qui les font se poser des questions, mais... Et dans une collectivité territoriale, qui sont les acteurs qui sont au plus près des gens? Alors ça dépend beaucoup, parce que par exemple les services de l'eau, effectivement, ils ont des usagers, donc ils envoient des factures à tout le monde. Donc là, il y a un travail aussi sur lequel ils essayent de se dire est-ce que la facture peut être l'occasion de glisser un petit mot pour sensibiliser, comment est-ce que ça s'est combien on lit. C'est ça, voilà, donc oui, parce qu'encore, il n'y a pas un humain. Non, mais je veux dire, qui est au contact. Il y a la notion d'usager. La notion d'usager, on parle des déchets par exemple. Typiquement, les déchets, effectivement, je pense que c'est un sujet sur lequel on est bien identifié. Quand il faut changer sa poubelle, on sait qu'il faut venir nous demander. Et je pense que sur la question de faire venir des gens pour expliquer les gestes de tri, ça c'est des choses qui sont aussi bien perçues par les gens. L'énergie, c'est beaucoup moins clair. L'énergie, qui sait que ce sont les collectivités qui sont autorités organisatrices de la distribution d'énergie? Personne, je pense. Donc c'est un sujet qui est beaucoup moins bien appréhendé, avec ce côté, cette histoire aussi qu'on a nationale, où on a eu des gros acteurs nationaux qui ont un peu tout pris en charge. Donc, vous occupez de rien, dormez tranquillement à blanc. Donc je pense qu'il y a eu un côté aussi où on s'est déresponsabilisé, puis on ne sait plus quand on appuie sur l'interrupteur, finalement on ne se pose pas la question. Énergie, on pense souvent électricité. L'électricité, je rappelle, c'est 28%, enfin 25-30, ça dépend des années, de notre consommation d'énergie. 3/4 de notre consommation d'énergie, c'est du pétrole, du gaz. Et ça, on est un peu plus rendu compte là depuis, depuis quelques mois, mais sinon on était finalement loin de ce sujet-là. Et après, quand on veut rentrer dans la dimension un peu systémique du problème, voilà, c'est qui le bon interlocuteur avec qui les gens vont se tourner? Moi, je ne sais pas dire. Alors, on essaye d'entretenir des relations avec les tissus économiques, avec les tissus associatifs. C'est toujours imparfait. Donc, voilà, je pense que chacun, toutes les pierres qui s'ajoutent permettent de consolider l'édifice. Après, ça va pas assez vite, mais avec la question de l'acceptabilité aussi. Après, c'est vrai que pour rebondir peut-être par rapport justement au monde économique, aujourd'hui la prise de conscience par les entreprises, elle vient du fait qu'il y a la crise de l'énergie, la crise des matières premières, la crise des fluides, des obligations légales de réalisation de bilan carbone, de choses comme ça. Et du coup, on se dit que ça va peut-être être une façon finalement entre guillemets malheureusement, de toucher des entreprises qui étaient peut-être moins réceptives parce que jusque-là, il y avait un certain nombre d'entreprises engagées, il y a plein d'initiatives sur le territoire aussi qui regroupent des entrepreneurs engagés. Mais aujourd'hui, finalement, de plus en plus d'entreprises vont être touchées de fait, parce que ça devient aussi, je pense, une question presque de survie pour certaines de leur activité, de prendre en compte leur environnement au sens global, pas seulement les fluides, etc., mais pour rebondir un peu sur ce que disait Claire, la relation à leur environnement qui est très mouvant, qui change vite, et qu'elles doivent s'adapter. Donc, comment les accompagner aussi là-dedans, c'est un peu la question que je me pose. Oui, et peut-être que les entreprises peuvent être un relais justement de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus difficile de s'adresser à chaque citoyen individuellement. Et il faut identifier des sortes d'organisations qui sont un peu grosses ou des réseaux qui permettent de diffuser largement. Ce qui fait qu'il y a l'entreprise à convaincre le dirigeant, et lui ensuite potentiellement il déploie un certain nombre de formations. Par exemple, si on arrive chez Michelin, ils font déjà des choses, à dire en fait c'est un sujet important et les collectivités en fait portent le sujet. Et aujourd'hui, moi j'ai remarqué qu'il y avait assez peu de lien, il me semble, entre les collectivités et les entreprises. Ça arrive. Ça arrive. Désolé, je dis ça alors qu'il n'y a rien trop. Mais à chaque fois que je parle avec les entreprises, elles sont plutôt liées, par exemple, les collectivités vraiment très locales, elles sont plutôt liées au conseil régional, par exemple, qui est responsable, qui a plus la développement économique, qu'avec justement le territoire très local, comme industriel. Et ça bouge, dans le bon sens. Cette fois, c'est la bonne. On va continuer les discussions. On va arrêter le live parce que on va passer à l'apéritif pour que ça reste caché. Et comme ça, on va continuer de discuter après. Merci en tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous.